Bonsoir et bienvenue dans le YouJournal. Le journal fait pour vous. Dans l'actualité ce soir, des chercheurs auraient mis au point un procédé permettant de produire du sang à grande échelle. Alors, du sang artificiel, réalité ou fiction ? Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre des professeurs X et Y afin de répondre à cette question. Nous parlerons ensuite de l'anniversaire du débarquement et ferons un flashback sur les plages de Normandie en juin 1944 avec Quentin Otsalora et Kian Daoudi. Toujours en France, mais sur l'île de la Réunion, le volcan serait-il en train de se réveiller ? Le piton de la fournaise est constamment sous surveillance rapprochée. En compagnie de la Littrèche, le professeur Boyer nous expliquera pourquoi et s'il y a des dangers potentiels. Et pour terminer, avec un peu de légèreté, un reportage sur l'élection du Ballon d'Or, mais féminin. Oui, pour changer, avec nos envoyés spéciaux en direct de Rio de Janeiro. Bonsoir Mathéo et Marouane. Bonsoir. Le sang artificiel n'est plus une fiction. Des chercheurs ont développé un moyen d'en produire en laboratoire. Comment est-ce possible et est-ce qu'il sera accessible à tous ? Théo, pouvez-vous nous éclairer ? Bonsoir. En effet, c'est incroyable. Mais vrai, le laboratoire des professeurs X et Y a réussi à cultiver du sang artificiel. Bonsoir, professeur X et professeur Y. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait ? Nous avons mis au point une technique de culture de globules rouges à partir de cellules souches, ce qui permet ensuite de cultiver du sang de groupe O dans des conditions biochimiques semblables à celles du corps humain. Professeur X, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce choix de groupe sanguin ? Eh bien, parce qu'il existe 4 types de groupes sanguins. Les groupes A, B, AB et O. À chacun correspondent 2 types de rhésus, positifs ou négatifs. Or, tous les groupes ne sont pas compatibles entre eux. Seul le sang de type O négatif est universel. Si le sang est déjà prêt, il reste à tester le procédé. Ça sera fait en 2016 en Grande-Bretagne sur des patients atteints d'anémie, une maladie qui nécessite d'être transfusée régulièrement. C'est la première fois que quelqu'un produit du sang dont la qualité et la sécurité sont suffisantes pour transfuser un être humain. Cette nouvelle technique ouvre une possibilité de production sans limite de sang de groupe O négatif compatible avec tous les patients. Mais n'est-ce pas dangereux ? Ces cellules ne poseront pas de problème. Et de toute façon, par sécurité, un procédé a été mis au point pour le retirer des patients. Il reste néanmoins du chemin à faire avant de répondre à la demande. En France, près de 3 millions de personnes donnent de leur sang chaque année. C'est généreux, mais pas suffisant. À ce stade, la production d'une unité de ce sang coûterait 145 €. Merci à vous. Il reste donc du chemin à faire. Aussi, il faut continuer à donner. En ce moment ont lieu les préparatifs des célébrations de l'anniversaire du débarquement. Je vous propose donc un petit retour en arrière avec une page d'histoire racontée par nos spécialistes de la question, Quentin Otsalora et Kian Daoudi. Bonsoir, je suis avec un ancien résistant car ce soir ont lieu des festivités, mais il y a 70 ans, ce n'est pas ce genre de feu d'artifice qui illuminait le ciel normand. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, lors de l'opération Neptune, des centaines de parachutistes et d'avions bombardiers ont envahi les terres normandes pour venir en aide à la France. 156 000 hommes étaient présents ce jour-là et ont débarqué sur 5 plages. Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. En face, les Allemands ripostaient de leur bunker en leur tirant dessus. Pour l'anecdote, sachez que les résistants, très malins, se faufilaient la nuit pour aller jeter de petites bandes d'aluminium afin de brouiller les radars. Ils aidaient ainsi de l'autre côté à préparer l'offensive finale. Je m'en souviens, comme si c'était hier. On ne pouvait pas débarquer n'importe quand. À marée basse, on se ferait encore plus tirer dessus. À marée haute, on se serait pris dans les défenses anti-débarquement. Il fallait donc attendre le moment parfait. Et le débarquement a d'ailleurs failli être annulé. Heureusement qu'il ne l'a pas été. Retour en France avec Alix Drèche qui nous parle de l'île de la Réunion. En ce moment, en pleine ébullition, ou presque, puisque son volcan montre des signes d'agitation. Bonsoir, je suis en effet en direct de l'île de la Réunion où je viens de rencontrer le professeur Boyer. Bonsoir. Alors professeur, vous êtes volcanologue
Pouvez-vous nous expliquer s'il y a des raisons de s'inquiéter des fumerolles qui s'échappent du cratère? Non, pas vraiment. Tous les volcans ne sont pas dangereux si on ne s'y approche pas de trop près. Le piton de la fournaise est ce qu'on appelle un volcan effusif. Contrairement au volcan explosif, celui-ci n'explose pas. Il n'en sort que de la lave qui, selon sa viscosité, s'écoule quand même assez lentement pour qu'on ait le temps d'évacuer la population. On dit souvent que c'est une île volcanique. Est-ce à cause de la présence de ce volcan? En réalité, elle est le volcan. C'est-à-dire qu'elle est apparue dans l'océan à force d'accumulation de couches de lave durcie. Et bref, nous marchons littéralement sur un volcan dont l'île est la partie émergée. Bien que les volcans effusifs ne soient pas dangereux, ils peuvent quand même être très destructeurs. En 1998, il a déversé des flots de lave pendant plus de 5 mois. J'ai eu très peur, j'étais en voiture sur la nationale et là, paf, une coulée de lave en travers de la route. Oui, c'était très impressionnant. Et en plus, quand on est rentré chez nous, la lave a presque atteint la maison. La voie enfoncée est impossible de l'arrêter. Mon pauvre Jimbo s'est enfui et on ne l'a jamais retrouvé. Plus de peur que de mal, les 3 compères ont été tellement terrorisés qu'ils ont déménagé et vivent désormais à Aïcho. Quelle histoire! C'est tout de même très beau un volcan en éruption. Je suis bien d'accord, mais place à un peu de légèreté pour se remettre de ses émotions. Car comme chaque année, c'est le moment de la remise du Ballon d'Or. Et pour nous en parler, nous avons en direct Mathéo et Marwan, les commentateurs sportifs de notre chaîne. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous nous proposez un sujet plutôt original, puisque vous voulez nous parler de personnes qui vont gagner le Ballon d'Or, mais dont on n'entend pas parler. Comment est-ce possible? En effet, cela paraît incroyable, mais il y a plusieurs ballons d'or décernés tous les ans. Mais on n'entend parler que du meilleur joueur masculin. Excusez-moi, mais peut-être pouvez-vous préciser ce qu'est le Ballon d'Or? C'est une récompense décernée au meilleur joueur de football de l'année, en fonction de ses résultats de la saison. Il nous a semblé qu'il fallait aussi parler du football féminin, puisque les joueurs s'entraînent aussi dur que les hommes, mais n'atteignent jamais la même reconnaissance. Alors qu'elles jouent vraiment très bien, nous avons donc suivi certaines des sélectionnées, et elles s'entraînent très dur. Retrouvons sur le terrain Dani. Bonsoir Mathéo et Marwan. Depuis de nombreuses années, de nombreuses joueuses de grand talent s'entraînaient tous les jours, même le dimanche. Nous avons essayé de savoir quel était le quotidien d'une joueuse de haut niveau. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'avoir le Ballon d'Or. C'est un rêve qui se réalise. Des années de persévérance enfin récompensées. J'ai toujours essayé d'être la meilleure. J'ai travaillé dur. Et c'est donc pour cela que j'ai obtenu le Ballon d'Or 2 fois. J'ai fait une très bonne saison et je suis la meilleure buteuse de la Champions League, alors pourquoi pas une de plus? Quelle est une journée type d'entraînement? Je me lève à 5h, jogging jusqu'à 6h, petit déjeuner et puis l'entraînement peut commencer jusqu'au déjeuner. Je me repose jusqu'au soir, les jours de match. Sinon, je fais un peu de musculation, du yoga parce que le mental joue un grand rôle dans la performance. Le football est un jeu plutôt masculin. Mais comment avez-vous fait pour vous faire accepter? Au début, ça a été difficile à cause des préjugés. Le foot est un sport de garçons. On m'a souvent traité de garçon manqué. Et puis, j'ai déménagé aux États-Unis. Forcément, ça a été plus facile. D'ailleurs, là-bas même, le nom n'est pas même puisque le football s'appelle soccer. C'est bien d'être reconnu par le milieu, mais en dehors, ça ne change rien. Personne ne sait qu'il existe un Ballon d'Or féminin. C'est incroyable que tout le monde connaisse le nom du joueur masculin le plus moyen et que personne ne puisse citer le nom d'une seule joueuse ayant gagné ce trophée. Merci pour ce témoignage, les filles. À vous le studio. Résultat demain. Merci pour ce sujet très intéressant. C'est donc terminé pour ce soir. Tout de suite, la météo avec Anna. Bonne soirée et à demain pour une nouvelle édition. Bonsoir. Demain, du soleil en Bretagne, ainsi qu'en Alsace. Des nuages dans les Pyrénées. Les températures pour demain matin. Il fera 20 degrés à Cherbourg, 22 degrés à Dijon, 13 degrés à Toulouse et 17 degrés à Mulhouse. Il fera donc bon demain. Bonsoir.